Et s'ils s'attaquaient à Limule, leur vendetta contre Léon deviendrait une chimère. Limule a pris en charge les enfants qui étaient sous ma garde, pas vrai? À cause de l'implication de Shizu, on n'a rien pu faire. Kagali fronça les sourcils. Ouais, il a même utilisé le festival comme prétexte. Maintenant que j'y pense, il te soupçonnait déjà à ce moment-là. Yuki haussa les épaules. Peu importe. Ce qui m'inquiète, c'est ce que Limule a dit. Ses enfants sont devenus bien plus forts, probablement grâce à lui. Il a esquivé mes questions, mais il a laissé échapper qu'ils devaient approfondir leur lien avec les esprits. Il a embrouillé toutes mes tentatives pour en savoir plus. La grande fête célébrant la fondation de la Fédération de Tempest s'était achevée avec éclat. Pendant 10 jours intenses, la ville avait vibré au rythme des invités et des visiteurs venus des nations voisines. Tous avaient fini par repartir, y compris le roi de Burmond et Fouzé, qui semblait pressé de rentrer pour discuter de leurs projets d'avenir. Le roi nain Gazelle, fidèle à son pragmatisme, avait promis d'envoyer une équipe de chercheurs avant de quitter les lieux rapidement. Quant à l'impératrice de Salion, Elmesia, elle avait marqué les esprits par son extravagance. Non contente de séjourner dans un hôtel prestigieux du quartier principal, elle avait carrément acheté une auberge à proximité. Dans une des chambres, elle avait installé un portail magique, histoire de revenir s'amuser à Tempest quand l'envie lui prendrait. Quelle milliardaire celle-là! Son sourire narquois, lancé à un Gazelle visiblement jaloux, en disait long. Je parie qu'il va rentrer dardard chez les nains et vider les caisses du trésor pour s'offrir une de nos villas. En tout cas, Elmesia a eu la décence de maintenir l'emploi des locaux qui travaillent à l'auberge avec les mêmes conditions. Rigouroud s'est chargé des détails, comme fournir ses repas ou entretenir sa chambre. Pas mal, non? Peut-être que je devrais la remercier. La prochaine fois, je transférerai ma conscience dans un homoncule, murmurait Elmesia, amusée. Dommage que ce corps ne me permette pas de profiter pleinement. Majesté, arrêtez de vous faire plaisir comme ça, me réprimanda Hérald. Elmesia, en quittant Tempest, avait déjà semé le chaos dans son empire. Rien à voir avec nous, mais le pauvre Hérald, son conseiller, devait être au bord de la crise de nerfs. Mobiliser des gardes du corps pour protéger Elmesia, la grande mage, était une affaire de sécurité nationale. Vraiment? Et Hélène, elle utilise un homoncule, elle aussi? Demandai-je curieux. Hélène, la fille d'Hérald, était une elfe, mais ses oreilles semblaient humaines. Non, Hélène utilise son vrai corps, m'expliqua-t-on. Les homoncules ne sont pas parfaits, leur usage prolongé peut être risqué. Majesté, votre manie de divulguer des secrets d'État va nous causer des ennuis, ajouta Hérald exaspéré. Lors d'une conversation privée avec Elmesia, j'avais appris qu'Hélène prenait des potions pour modifier son apparence, voyageant ainsi sans homoncule. Pas étonnant qu'Hérald soit si protecteur, envoyant des gardes du corps en secret. À ma grande surprise, Kabaru et Guido, 2 de ses gardes, faisaient partie des mages, l'élite de Salion. Hérald avait beau râler que déployer ne serait-ce qu'un seul mage affaiblissait la défense nationale, il en avait envoyé 2 pour veiller sur sa fille. Quel père poule! Pourtant, Kabaru et Guido ne m'avaient jamais paru si impressionnants. Lors d'analyses passées avec mes compétences analyse et évaluation, ils semblaient plutôt faibles. Intrigué, j'avais posé la question à Hérald, qui m'avait répondu avec une retenue calculée. C'est confidentiel, mais je vais vous le dire. Ils portent des anneaux magiques qui brident leur pouvoir. Si Hélène était vraiment en danger, ses limites seraient levées. Quoi? La technologie des sorciers de Salion surpasserait mes analyses et évaluations? J'étais estomaqué. En y repensant, mes compétences à l'époque étaient bien moins précises qu'aujourd'hui. Peut-être que maintenant, je pourrais percer leur véritable force. Une leçon à retenir. Ne jamais sous-estimer quelqu'un après une simple analyse. À l'avenir, je serai plus prudent. La prochaine fois que je croiserai Kabaru et Guido, je lancerai une nouvelle analyse en douce. Prenez soin de ma fille, m'avait glissé Hérald avant que le groupe d'Elmesia ne reparte à bord de leur vaisseau dragon gardien. De son côté, la roi démon Luminus, fidèle à son style, n'avait pas besoin de complications. Grâce à ses pouvoirs immenses, elle pouvait se téléporter instantanément dans son royaume. Concernant l'échange d'orchestre, elle m'avait promis de me recontacter plus tard. Quant à Hinata, elle était restée en ville. Elle supervisait les cours des enfants à l'église et s'entraînait parfois avec eux. À l'époque, nous manquions cruellement de professeurs pour ces gamins. Hinata était arrivée à point nommé. Jusqu'alors,
Elle maintenait la paix dans les nations occidentales en tant que commandante de l'ordre des chevaliers sacrés. Désormais, comme nous gérions la stabilité du Sud, elle avait un peu de temps libre. « Ça te dirait de passer du temps avec les enfants ?» lui avais-je proposé. « Je maîtrise la magie, mais je ne suis pas un super prof. »« Pas de souci, » avait-elle répondu sans hésiter. « J'ai déjà enregistré Tempest comme point de téléportation magique. Je viendrai m'occuper des gosses dès que j'aurai un moment. » Hinata m'avait sauvé la mise. De toute façon, je n'avais jamais eu l'intention de renvoyer les enfants à Inegracia. Mes soupçons envers Yuki me poussaient à les garder loin de ce royaume. Le festival m'avait fourni l'excuse parfaite pour les faire venir ici, et j'avais bien pris soin d'officialiser leur transfert. Instruire les enfants devenait un véritable casse-tête pour les écoles d'Inegracia. Depuis qu'ils avaient de fusionner avec des esprits, leur puissance avait atteint des sommets. Un professeur lambda n'avait aucune chance de les gérer. Il me fallait donc trouver quelqu'un capable de les encadrer correctement. Yuki m'avait glissé un jour que les chevaliers sacrés étaient les mieux placés pour maîtriser les esprits. En y repensant, j'avais laissé échapper cette info sur les esprits lors d'une discussion avec lui, sans vraiment réfléchir. Sa réaction à ce moment-là m'avait troublé. On aurait dit qu'il savait déjà tout. J'aurais dû garder ça pour moi. Remarque, tu aurais dû, oui, me sermonna une voix intérieure, celle de Raphaël, qui enfonçait le clou sans pitié. Non, attends, même si je n'avais rien dit, il l'aurait probablement découvert, me défendis-je, un peu mal à l'aise. Inutile de trop y penser, mais cette erreur me trottait dans la tête. Malgré mes doutes sur Yuki, une part de moi voulait encore lui faire confiance. Cette bourde m'a servi de leçon. À l'avenir, je serai plus prudent. Les enfants étaient désormais sous ma responsabilité, et dans ce contexte, l'aide d'Hinata tombait à pic. Pendant le festival, il s'était beaucoup rapproché d'elle, créant un lien naturel. Elle était la candidate idéale pour les prendre en charge. En y réfléchissant, je me suis même demandé si je ne devrais pas suivre ses cours moi aussi, histoire d'apprendre 2 ou 3 trucs. Ni une ni deux, je me suis glissé derrière un pupitre, parmi les gamins. Mais Hinata m'a fusillé du regard. « Qu'est-ce que tu fabriques ?» m'a-t-elle lancé sévère. Je voulais juste observer un peu... » ai-je bredouillé. « Tu déranges. Dehors, tout de suite. »« Oui, madame. » ai-je marmonné, chassé sans ménagement. Quel dommage! Une semaine après la fin du festival, la ville retrouvait peu à peu son calme. Les rues s'étaient vidées et les habitants reprenaient un rythme normal. C'est à ce moment-là qu'on a décidé d'ouvrir officiellement le labyrinthe modéré. Les aventuriers, impatients, se pressaient pour l'explorer et leurs nombreuses demandes nous avaient poussé à accélérer les préparatifs. Le grand jour était enfin arrivé. Mais dès les premières heures, les problèmes ont surgi. Les aventuriers se lançaient dans le labyrinthe avec une imprudence sidérante, frôlant parfois la stupidité. On avait anticipé ce genre de comportement pour la démonstration du festival, alors on avait réduit la difficulté au minimum. Et pourtant, ils galéraient comme pas possible. Le premier étage était conçu pour être abordable. Pas de pièges, juste des monstres de rang F, si faibles qu'un villageois aurait pu les terrasser sans effort. L'idée était de donner aux aventuriers un sentiment d'accomplissement tout en les familiarisant avec l'environnement. Les monstres n'apparaissaient que dans les salles contenant des coffres au trésor, et on avait même supprimé les anciens pièges de chute installés par Ramiris. Pour réussir, il suffisait de cartographier les lieux. À mon avis, même en traînant, une journée entière aurait dû suffire pour atteindre le 2e étage. Et pourtant, 3 jours après l'ouverture, personne n'y était parvenu. Même l'équipe de Basson, pourtant habituée au labyrinthe, s'était complètement perdue et avait abandonné. J'étais sidéré. Leur manque de stratégie était presque comique. Et eux, au moins, s'en sortaient bien comparés à d'autres. Plusieurs groupes étaient tombés face à des monstres de rang D, probablement aveuglés par l'appât des trésors. Beaucoup d'aventuriers, obnubilés par les coffres, fonçaient tête baissée sans remarquer les monstres tapis dans les coins. Des archers squelettes, pourtant basiques, les prenaient par surprise, leurs flèches perçant les dos des imprudents. En gros, ils étaient nuls. Leur sens du danger frôlait le néant. Parmi ces amateurs, certains avaient au moins l'intelligence de venir en groupe, mais d'autres, défiant toute logique, tentaient le labyrinthe en solo. De la pure folie. Je le répète, le premier étage était conçu pour être facile. Les monstres, rares, étaient tous de rang F. En groupe, ils pouvaient poser un léger défi, mais rien d'insurmontable. Enfin, défi est un grand mot.
Disons qu'il représentait juste assez de danger pour ces aventuriers mal préparés. Se lancer seul dans le labyrinthe, c'était déjà un pari risqué. Impossible de se reposer tranquillement sans personne pour monter la garde. Même les monstres de rang F, aussi faibles soient-ils, pouvaient infliger des blessures. Certaines de ces créatures étaient assez sournoises pour attaquer un aventurier endormi, et un manque de vigilance pouvait vite tourner au désastre. Au début, je pensais que les challengers solitaires avaient une stratégie béton. Mais non, ces casse-cous n'étaient qu'une bande d'imprudents sans cervelle. À peine sortis du labyrinthe, ils abandonnaient, déguerpissant aussi secs. Franchement, vu leur attitude, ils n'auraient pas tenu 2 minutes de plus, même s'ils avaient miraculeusement progressé. À partir du 2e étage, les choses se corsaient sérieusement. Les couloirs grouillaient de monstres, et parmi eux, des adversaires plus costauds commençaient à apparaître. Au 5e étage, les aventuriers devaient affronter des monstres de rang D. Si le premier étage posait déjà problème, croiser un rang D, c'était la mort assurée. D'ailleurs, un des challengers a abandonné pour une raison carrément gênante. Il crevait de faim. On avait pourtant tout prévu. Des points de sauvegarde tous les 10 étages, des zones sécurisées tous les 5 étages avec de l'eau potable à disposition. On avait même glissé des rappels discrets pour emporter assez de provisions. Certains aventuriers, plus malins, avaient tiré des leçons de l'expérience désastreuse de l'équipe de Basson. Mais ça ne suffisait pas. Les aventuriers, souvent gonflés d'orgueil, balayaient les conseils d'un revers de main. Était-ce parce qu'ils savaient qu'on ne pouvait pas vraiment mourir dans le labyrinthe, ou juste une confiance démesurée en leurs compétences? Quoi qu'il en soit, beaucoup se pointaient sans la moindre ration. Résultat, à force de tourner en rond, incapables de retrouver la sortie, ils finissaient affamés. À mes yeux, ils n'avaient qu'à s'en prendre à eux-mêmes. Leur obsession pour les coffres au trésor n'aidait pas. Je peux comprendre l'excitation, cela dit. Si notre labyrinthe avait été conçu pour être impitoyable, personne n'en serait sorti vivant, même en 100 ans. Mais là, les challengers étaient majoritairement des gardes du corps fauchés ou des mercenaires, tous plus nuls les uns que les autres en exploration. Pas de quoi paniquer pour l'instant, me disais-je, en gardant espoir pour les 3 jours suivants. Mais au final, pas un seul n'a atteint la zone sécurisée du 5e étage. Les tentatives étaient franchement pitoyables. Bon, on s'en sortait bien grâce aux frais d'entrée, c'était toujours ça de prix. Mais si ça continuait comme ça, le moral des aventuriers allait s'effondrer et personne ne reviendrait. Il était clair qu'on devait repenser tout le projet. Cette situation imprévue commençait à me tracasser sérieusement.